Merci beaucoup, Jean, et merci à tous, toutes d'être là. Je suis très heureuse de pouvoir parler devant vous. Et en effet, je vais parler de cette vulnérabilité qui semble avoir réuni tous les humains pendant la pandémie, puisque c'est aussi le sujet qui nous préoccupe tous. Et dans cette pandémie, on a été atteint, c'est ce que dit Pan, le tout de la pandémie, du mot, pandémie, c'est vraiment l'idée que c'est l'humanité en tant que telle et la forme de vie humaine qui a été ébranlée, ce qui est assez extraordinaire. Bien sûr, on peut penser au nombre des morts qui sont toujours en cours de décompte, qui est évidemment très très impressionnant numériquement, mais qui est aussi incommensurable à celui des survivants, mais qui fait de nous, d'une certaine façon, des survivants, sans la tonalité héroïque souvent attachée à ce terme avant la pandémie, mais qui fait de nous un peu des restes. Je pense à une série télévisée qui s'appelle The Leftovers, qui date de 2014, qui est une série de HBO, qui est une série où, qui était un peu prémonitoire, puisque du jour au lendemain, il y avait 2% des habitants de la Terre qui s'évaporaient totalement, et il n'y avait aucune explication, et par contre on voyait comment se débrouillaient les restes, les leftovers, dans le monde. Et donc il y a toujours cette présence finalement des personnes qui ont été perdues dans cette série, et j'y pensais quand on voyait ces petites affichettes disant de laisser un siège vide, on en a de moins en moins d'ailleurs, mais dans le métro on voyait ou dans les lieux publics, ces endroits qu'on devait laisser libres, comme s'il fallait aussi marquer cette place des disparus, la place du mort. Et donc il y avait cette vulnérabilité globale de l'humanité, comme si la pandémie était une forme de menace sur la forme de vie à la fois prise dans un sens biologique, vital, et aussi dans un sens social, puisque c'est aussi la vie sociale qui a été menacée. Donc le philosophe Wittgenstein, dont on parlait tout à l'heure, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, réfléchit beaucoup à ces deux sens de la forme de vie, que ce soit la vie au sens biologique et au sens horizontal de la forme de vie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces deux formes ont été menacées en même temps. Donc, ce qui s'est passé aussi, c'est à quel point donc la vulnérabilité est apparue comme la caractéristique première de l'humain. Donc ça ne va pas être l'autonomie, la rationalité, la liberté, mais c'est cette vulnérabilité. Et cette vulnérabilité a permis aussi de comprendre l'importance de ce qu'on appelle le travail de care. Donc merci d'avoir déjà expliqué ce qu'il en était. Donc j'ai pas besoin d'expliquer que c'est pas le care en Égypte et également je crois que ça a été une période assez riche pour les personnes qui travaillent depuis longtemps sur le care, parce que on était vraiment l'objet de moqueries et de colibés quand même très très régulièrement, notamment en 2010 quand Martine Aubry a commencé à vouloir en parler. Et donc, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à parler du care. Même un ministre a prononcé le mot pour la première fois. Donc, j'étais assez sidérée, puisque tout d'un coup, la vulnérabilité a fait qu'on a tout d'un coup pris conscience, en fait, de l'ensemble de ces personnes, donc, qui prenaient soin de nous. Et surtout, c'est la grammaire globale du care qui est devenue familière à tout le monde, de façon un peu par l'évidence de ce qui se passait, puisque ce qu'on voyait, c'est que le care, c'est bien sûr les soignants dans les hôpitaux, et c'est absolument énorme et considérable, cette dimension-là qui est apparue de façon très forte et qui a aussi montré l'absence de care totale que les politiques publiques avaient eu pour l'hôpital public, pour les soins, pour le service public. Mais ce qu'on a vu, c'est que, en effet, c'était pas seulement les soignants au sens médical, mais aussi les caissières, les personnels de nettoyage, mais aussi les livreurs, etc. Donc, qui tout d'un coup se révélaient comme étant nécessaires à notre vie, à la vie quotidienne. Et donc, l'humanité est apparue comme inséparable, en fait, de ce soutien permanent qui nous est donné
Après, on va se demander qui est nous, hein, mais bon, qui est donné à donc l'humanité par tout ce travail-là. Hein. Et donc, ce qu'on a vu, c'est aussi cette ambiguïté propre au travail de care, puisque tout d'un coup, alors on découvrait que c'était merveilleux, donc des personnes qui, avant la pandémie, ignoraient superbement les caissières ou les livreurs, lâchaient même pas leur téléphone pour payer ou signer, tout d'un coup se mettaient à dire oh, merci beaucoup, heureusement que vous êtes là, etc. Donc il y a des changements de comportement et une reconnaissance donc du travail, mais en même temps, si on peut dire, il y a eu aussi, en réalité, toujours le même mépris et la même négligence, hein, de ce travail-là, de ces personnes, de ces fonctions. Et donc, souvent, quand j'essaie de faire comprendre ce que c'est que le care, après le care en Égypte, je dois dire que finalement, il n'y a que le I don't care qui permet de faire comprendre, en fait, ce que c'est que le care, cette espèce d'indifférence radicale que l'on a pour les personnes qui, en réalité, permettent la vie quotidienne. Et donc, ce qui est frappant dans les 2 années bientôt qui sont passées, c'est justement à quel point on a vu la vulnérabilité des institutions, de l'humanité, de la planète aussi. Hein, tout ça est arrivé un peu de façon conjuguée, mais aussi bien sûr la vulnérabilité des populations fragiles, ce qu'on appelait donc les travailleurs qui se trouvaient donc en première ligne, hein, qui ont été totalement exposés à la maladie, mais aussi la vulnérabilité de chaque individu ramené à son chez-soi, à ses propres ressources, sans la myriade des personnes et des services qui l'accompagnent dans les travaux ménagers, l'école, le rangement, etc. Hein, donc on s'aperçoit que la plupart de nos activités sont, comme on dit en anglais, outsourced, hein, sont délégués, externalisés, confiés à d'autres. Et donc, ce qui apparaît tout d'un coup, eh bien, c'est le caractère extrêmement développé, considérable de nos dépendances. Et donc, l'être humain qu'on a pris l'habitude en philosophie, mais dans beaucoup d'autres domaines, hein, y compris d'ailleurs au plan des luttes féministes, hein, qu'on définit beaucoup par l'autonomie, la liberté, va tout d'un coup, en réalité, être défini par la dépendance, hein, et par en fait le fait que l'on soit en réalité dépendant, vulnérable, et parce que on doit en fait vivre, on doit cette autonomie à ce travail qui est exercé par d'autres personnes pour nous. Donc l'autonomie devient un mythe, ce qui est très important, hein, dans la mesure où on caractérise vraiment l'humanité très souvent par cette qualité-là. Et donc, elle devient un mythe, puisque plus on est autonome, plus, en fait, c'est parce qu'on a beaucoup de gens pour vous aider à être autonome. Et donc, on a peut-être compris cela, hein, d'autant plus que le travail de care, c'est vrai qu'en temps normal, on le voit pas, il est invisible. Et donc, on commence à le voir, justement, quand il disparaît, hein, quand il n'y en a pas. Donc, par exemple, quand les poubelles sont pas ramassées, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ramassent les poubelles. Quand on oublie d'aller chercher son enfant à l'école, ça se voit, hein, je connais. Donc, c'est vraiment le travail de care se définit vraiment, justement, par une forme d'invisibilité et de discrétion. Et c'est cela qui va faire que ce travail va être constamment donc d'évaluer, rendu invisible. Hein. Et donc ça a été un moment, malgré tout, de pédagogie du care, hein, où chacun a compris à un certain moment, mais très brièvement, à mon avis c'est déjà fini, mais il y a eu peut-être 3 jours en moyenne où les gens ont compris l'importance du care, et surtout le fait que on considérait comme moins que rien, comme le plus bas en fait dans l'échelle sociale, ce qui est en réalité le plus important. Parce que le travail de care, chacun en a besoin, hein, chacun a peut-être pas toujours des parents, mais souvent des enfants ou des personnes, des amis qui sont en réalité constamment soutenus par le care. Donc il n'y a pas une question qui soit plus importante pour tout le monde, et en réalité il n'y a pas une profession qui soit plus maltraitée que celle-là, des professions, hein, puisqu'elles sont extrêmement
elles sont extrêmement nombreuses et diverses. Et donc, je crois que ce qui est apparu pendant ces derniers mois, c'est à quel point on vivait dans une sorte d'inversion radicale des valeurs, comme disent certains philosophes, un renversement des valeurs, puisque finalement, ce qui est le plus important pour nous, pour notre vie, pour l'humanité, et en réalité, ce qui est considéré par le capitalisme, la société, comme donc le moins important. Donc là, on a évidemment cette prise de conscience qui a été extrêmement importante, et donc on a remis la protection sociale avec cette idée qu'il fallait aussi aider tout le monde quoi qu'il en coûte. Alors ça n'a pas été vraiment le cas, mais en tout cas c'était dans le discours, et donc comme si finalement on mettait cette vulnérabilité, la protection, au cœur des préoccupations partagées, d'où l'avait délogé l'évidence inégalitaire de la maximisation des profits financiers. Et donc la question, c'est vraiment pas seulement les grandes injustices globales structurelles qu'a mis en évidence l'épidémie, comme ceux qui étaient effectivement peinards dans leur résidence secondaire, et d'autres qui évidemment restaient en ville ou travaillaient à domicile, ou ceux qui prenaient les transports en commun pour assurer des tâches qui ne pouvaient pas du tout être assurées à distance. Donc les soins des corps, le nettoyage, par définition, il n'y a pas de télétravail. Et donc il s'agit là vraiment de rendre compte de tout ce travail qui permet à l'humanité donc de survivre, et tout ce travail-là, eh bien, on se rend compte qu'il est totalement dévalué et dévalorisé. Et donc, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est vraiment une crise globale du care, et c'est là que l'on s'aperçoit que effectivement le care, et c'est une question de genre naturellement, je pense que Camille Fravométrie en a parlé, donc je ne vais pas insister sur ce point-là, mais évidemment le care est dévalorisé parce que c'est un travail qui est traditionnellement assuré gratuitement par les femmes dans le travail domestique. Et donc bien évidemment il y a aussi cette problématique soudaine du care dans l'espace public, et c'est aussi pour ça que le care est aussi une question pour les féministes, et que ça a pendant longtemps, moins maintenant, mais ça a été souvent un sujet parfois de conflit à l'intérieur du féminisme, puisque c'est vraiment l'entrée massive des femmes sur le marché du travail qui a mis en crise les voies traditionnelles de fourniture du care, heureusement en un sens, mais sans du tout que le travail de care soit pris en charge par les hommes, tout simplement. Voilà. Et donc, bien sûr, là, avec le confinement, les femmes ont été remises en face de ce sale boulot. Donc, ça a rappelé, en fait, cette réalité, et surtout, ça rappelle peut-être une réalité très forte qui est ce qu'on appelle la fuite du care, le care drain, donc des pays pauvres vers les pays riches, puisque bien entendu qui assure le care dans nos pays, c'est évidemment souvent des femmes défavorisées, racisées, donc le care c'est aussi son intersectionnalité d'ailleurs, mais je ne vais pas détailler ce point, c'est assez évident, mais surtout c'est des personnes qui vont en fait quitter leur pays, abandonner souvent, laisser leurs enfants, pas abandonner, laisser à d'autres membres de leur famille pour venir exercer ce travail ici. Ce qui veut dire que ce qui se passe depuis le début du XXIe siècle, du XXIe siècle de façon encore plus marquante qu'avant, c'est en effet cette fuite du care qui fait que non seulement, comme on le dit très souvent à propos du capitalisme, il y a une exploitation des ressources matérielles, naturelles, minières de ces pays, mais aussi une exploitation des ressources humaines qui va les dépouiller également des personnes qui s'occupent de ces personnes. Et donc, je crois qu'on s'aperçoit aussi, et ça c'est vraiment la découverte de l'indispensabilité du travail de care, conduit peut-être à cette réflexion plus globale où le développement des
de la richesse matérielle, donc ce qu'on appelle en effet ce qu'on voudrait faire durer dans le développement durable, disons, la richesse matérielle des sociétés occidentales, n'a été possible qu'au prix de l'exploitation d'une grande partie de la planète. Et donc, la vraie question, et c'est cela, je pense, qui se pose pour les jeunes et qui a été posé par Alain, c'est en effet comment rendre durable un système injuste et quel est le sens que cela peut avoir. Et évidemment, la question est aussi de savoir, et ça c'est les débats qu'on a en ce moment sur le changement climatique et sur les nations, les cultures qui en sont prioritairement et historiquement responsables. Donc, comment est-ce qu'on peut parler d'humanité en réalité? Est-ce qu'on peut encore parler d'un nous quand on dit notre planète, dans la mesure où il y a une telle inégalité entre les nations qui sont historiquement responsables du changement climatique et qui font porter à l'ensemble des populations du monde le poids et la responsabilité des transformations apportées par leur propre développement, et qui, par ailleurs, donc, utilisent les ressources humaines du reste du monde. Et donc, je crois que c'est vraiment intéressant de voir comment un certain nombre de ces faits sont apparus pendant la pandémie. Ce qui est apparu aussi, ça sera juste une conclusion, bien sûr, c'est à quel point, et ça aussi c'est une vraie question pour ce qui concerne la définition de l'humanité, ce qu'on s'est aperçu, c'est donc avec cette mise au service d'une partie de l'humanité, en faveur d'une autre, à quel point, en réalité, les vies ne comptent pas pareil. C'est-à-dire que pour parler de vulnérabilité, c'est vrai qu'on s'est aperçu que tout le monde est vulnérable, et ça, c'est tout vulnérable, c'est un fait qui est extrêmement saisissant, mais tout le monde n'est pas du tout vulnérable de la même façon. Il y a des très grandes inégalités dans cette vulnérabilité. On parlait des gens qui ont dû aller dans les transports en commun pour s'occuper des autres personnes. On peut parler bien sûr des personnes sans abri, qui sont restées dehors. Alors voilà, en plus pour une fois on les voyait parce qu'il y avait que, mais en tout cas, enfin pas que, mais à certains moments en tout cas, mais en tout cas il y a une soudaine visibilité aussi donc de ces personnes, et on peut penser aussi que le grand moment qu'il y a eu au moment de ce qu'on imaginait un peu le point d'orgue de la pandémie, à savoir l'assassinat de George Floyd aux États-Unis, et qui a en fait donné un sens encore plus cruel au slogan qui était politique, qui était Black Lives Matter, puisque en réalité là il y avait vraiment l'idée que la protection, la vulnérabilité n'existe pas pour tout le monde au même degré. Il y a des personnes qu'on sauve et d'autres qu'on va laisser mourir, d'autres qu'on va carrément tuer, et cette mort symbolisait en quelque sorte le sort dévolu à une grande part de la population pendant le Covid qui n'était pas soignée et qu'on a laissé mourir. On sait très bien, je ne vais pas rappeler tous ces chiffres, on peut en parler dans la discussion, mais évidemment on sait à quel point le nombre de morts du Covid chez les Noirs, les Hispaniques aux États-Unis était évidemment 3 fois supérieur à ceux des autres ethnies. On sait aussi qu'en France, la mortalité par Covid a été 2 fois plus élevée chez les personnes nées à l'étranger que chez celles nées en France. Alors, on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques, je ne vais pas entrer dans ce débat, mais vous pouvez imaginer ce que cela signifie. Bien sûr, les disparités raciales et de genre en matière de santé ne sont pas une nouveauté, mais elles prennent une acuité particulière dans un contexte où une part de l'humanité a été massivement mobilisée et exposée donc pour s'occuper d'une autre. Donc cette protection, quoi qu'il en coûte, ça a peut-être coûté un peu plus à certains et certaines que d'autres. Et je crois que ce qu'on peut en conclure, et c'est peut-être cela qu'il faut retirer de cette période, même si elle n'est évidemment pas terminée. Alors c'est peut-être la nécessité bien sûr, de valoriser. Alors quand on demande qu'est-ce qu'il faudrait faire, moi je sais déjà très bien qu'il faut revaloriser ces professions. C'est des personnes en France qui gagnent peut-être même 500, 600 euros par mois avec 50 heures de travail par semaine. Donc des solutions, c'est pas des solutions à tout, mais en tout cas là il y a un problème qu'il est urgent
de régler. Et enfin, je pense qu'il faut vraiment se demander comment est-ce que l'on peut parler d'un nous et d'une humanité dans un monde où effectivement donc toute une part de l'humanité vit aux dépens et au détriment de la société entière. C'était le sens, dernière petite référence, c'était le sens du film Parasite de Bong Joon-ho, qui montrait en fait que les parasites c'était pas les petits escrocs à la petite semaine qu'il montrait, mais en réalité donc les personnes qui les exploitaient et qui vivaient donc à leurs dépens. Et je crois que ce film a vraiment marqué, et peut-être un de ceux qui sont le plus significatif de toute la période, et je crois que c'est vraiment voilà la leçon peut-être de cette pandémie. Merci.